il est au Katanga. Pour ça, il faut des autoroutes. Il n'y a rien à faire. Merci. Merci. Sans Merci. autoroute, on ne peut pas faire de business. Voilà. Merci, monsieur Kanadi. Alors, on va rentrer vraiment dans notre entretien de ce soir. Monsieur Kanadi, j'ai vu un bon matin, je me réveille. Attendez. Excusez-moi. Un bon matin, je me réveille à la maison chez moi. J'ai cette photo. Voilà. Et le monsieur à côté de vous, il est à Goma. Alors, êtes-vous membre de l'AFC? Et est-ce que vous ignorez que pour le gouvernement de Kinshasa, Goma est prohibé? Pour commencer, êtes-vous membre? Quelle était votre motivation d'arriver là? Je vous écoute. Écoutez, lorsque j'ai participé à ces élections, la première chose que j'ai constatée, c'est la triche. Félix n'a pas gagné ces élections. Pour le fils d'Étienne Tshisekedi, c'est la plus grande honte et la plus grande trahison. Il a vendu pendant des années l'état de droit, la démocratie et le progrès social. Beaucoup de gens ne savent pas que UDPS, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. C'est ça, UDPS. Donc Félix, il arrive aux affaires, il triche aux élections pour rester au pouvoir. Attendez, monsieur Kazali. D'abord, vous répondez, êtes-vous membre? Après, vous donner les raisons, les motifs, les mobiles. Êtes-vous membre de l'AFC en ce moment, aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis un membre à part entière et une voix qui compte au sein de l'Alliance Fleuve Congo. Allez, continuez. Donnez-nous, quels sont vos motifs? Pourquoi les rejoindre? Allez-y. Vous avez parlé de la démocratie. Je faisais partie des personnes qui avaient critiqué Nanga, parmi les premiers qui critiquaient sévèrement Nanga. Pour la simple et unique raison, c'est que les élections de 2018, il y avait déjà eu de la triche. Et il avait quand même salué la victoire de Chilombo. Aujourd'hui, il a fait son mea culpa. Il l'a fait publiquement et il n'arrête pas de le faire à chaque fois qu'il le peut. Mais il nous l'a fait aussi en privé. En face de lui, j'ai discuté, il m'a dit j'ai fait une erreur, je demande pardon et je vais me battre pour que les Congolais retrouvent leur souveraineté. Et j'ai fait cette Continuez à tapoter, s'il vous plaît. Continuez à tapoter. Hein? Okay. Allez, tapotez, s'il vous plaît. On doit arriver à 50 000, à 100 000 pour protéger ces lives. Continuez à tapoter. Allez-y. Lorsque maintenant je vois que Tshisekedi, le premier, avant tout le monde, arme le M23. Chilombo, il a armé le M23. Il a fait venir le M23. Expliquez-nous, armé, ça veut dire? Lorsque Félix Tshisekedi en 2019 arrive aux affaires, il n'a pas confiance. Il n'a pas confiance au Banamora, au Kabila. Donc il lui faut des hommes armés, des militaires qui sont capables. Donc germe dans sa tête une idée que il faut travailler avec le M23. La personne qui va rencontrer le M23 et qui ramène le M23 à Kinshasa, c'est mon oncle direct. Tonton Gilbert Kakonde. Ministre de l'Intérieur. L'ex-ministre de l'Intérieur. Ouais. Tu vois, donc tu connais l'histoire. Et donc le vieux Gilbert, qui est mon tonton, fait venir le M23 pendant 18 mois, nourri, logé, alors que le M23 avait été cantonné en Ouganda et qui ne devait pas quitter là où ils étaient en Ouganda. Y avait-il un deal entre les deux? Lorsque le M23 a été défait par Kabila Joseph, il y a eu un deal où ils ont tous signé en disant voilà, maintenant, comme Kabila ne voulait plus de brassage, etc., on a dit qu'il faut trouver un endroit où on peut mettre tous ces hommes et tous ces militaires. Donc on les a pris
on les a casernés en Ouganda, chez Museveni. Et ils étaient dans une caserne. Donc, ils végétaient, ils ont végété plusieurs années. Et à ce moment-là, Félix leur propose de venir travailler pour lui. Comme il n'a pas confiance au Banamura, il veut maintenant une garde prétorienne pour lui, pour sa sécurité. Donc, il les arme, il les finance, il les accueille à Kinshasa, il les soutient financièrement pendant, ils vivent dans les grands hôtels quinois pendant plus de 18 mois. Ouais. Mais entre-temps, il a d'autres personnes qui lui proposent d'autres gardes du corps qui sont formés aux États-Unis. À ce moment-là, il se détache du M23 et prend ses gardes du corps. Et lorsqu'il se détache du M23, le M23 armé maintenant par Chilombo font d'abord, disent à Chilombo, si vous ne respectez pas vos promesses, nous prenons les armes. Et ils ont commencé là-haut, à Rutshuru, à l'époque. Nous avons interpellé plusieurs fois Tshisekedi en lui disant, attention là-bas, il faut régler ton problème avec les gens que tu as fait venir. Ils ne nous écoutaient pas, on parlait pour rien, on était des quantités négligeables. Mais ce qui s'est passé, c'est que, à force, Félix a réussi à créer, à force de frustrer les Congolais. Fixez la caméra, voilà. Allez-y. Ok, c'est bon. À force de frustrer les Congolais, il a créé des coalitions contre lui. Nous autres, lorsque nous avons vu qu'il est impossible de manifester dans Kinshasa, qu'il est impossible de critiquer le chef de l'État. Donc le manque de démocratie, tout. Une personne, on se tutoie comme toi, qui fut... Voilà, manque de liberté. Et lorsqu'il fait son discours, vraiment, pour moi, vraiment, c'est-à-dire que je supportais tout ce qu'il faisait, mais la dernière chose que j'ai vraiment dit que non, là, il faut trouver une solution pour combattre ce monsieur, c'est quand il a dit qu'il allait changer la Constitution. Qu'il n'y aura personne qui pourra l'empêcher. Yonani empêché Mukamboli Mboka à changer la Constitution. Là, j'ai vu une autre personnalité, et j'ai vu que le pouvoir commençait à lui monter à la tête, et qu'il commençait à se prendre pour Dieu le Père, et il commençait à s'imaginer que nos vies, que notre pays, c'était à sa propriété privée. Donc, à ce moment-là... monsieur Rek, donc pour vous, la lutte démocratique n'a plus sa place avec Félix Tshisekedi en ce moment. La lutte démocratique n'a plus sa place. Mais il n'y a plus de démocratie au Congo. Regarde par exemple, aujourd'hui, Mouyaya menace des chaînes de télévision comme France 24 ou RFI de nous inviter. Si nous passons sur RFI, demain ils coupent le signal de RFI au Congo. Ils ont l'autre guignol là, comment il s'appelle, Bissessac. Hein? Il est passé. Il est passé à la télévision. Écrivez-moi son nom ici. L'homme Bissessac, écrivez le nom s'il vous plaît. Bossembe, qui a dit que celui qui dira le nom de Kabila, on fermera sa chaîne de télé. Est-ce que ça, c'est ça un pays démocratique? C'est-à-dire qu'on nous interdit de dire le nom d'un chef de l'État qui a été là pendant 18 ans. On ne peut plus dire son nom à la télé. C'est interdit. Au Congo, tu dis le nom de Kabila, on coupe. C'est pas qu'on t'arrête toi en tant qu'individu, on coupe carrément la chaîne qui t'a donné la parole. C'est la démocratie, ça. Et donc, lui, il veut changer la constitution, à comme Ouattara, comme ça, Abetaba 3 ans na Tikali, 2028, et après ça, Azala réélu pendant 10 ans. Parce que ce qu'Aza réélu en 2028, il restera 5 ans, et après ces 5 ans, il fera encore un autre mandat pour rester encore 5 ans. Mais il y a quand même des gens comme Fayoulou qui croient à cette lutte de la démocratie. Donc, ils dialoguent, ils croient. Mais ils peuvent y arriver. Que pensez-vous de... Moi, j'ai beaucoup de respect et d'amour pour mon grand frère Fayoulou, qui était
En réalité, le second président élu, parce que le premier c'était Tshisekedi en 2011. En 2018, pour moi, c'était Fayoulou, Martin Fayoulou qui a été élu. Mais avec tout le respect que je lui dois, face à des bandits, face à des mercenaires, à des personnes qui agissent par la violence, il faut les répondre que par la violence. On ne pourra jamais les répondre que par des mots ou par des statures. Tout mon amour, tout mon respect pour Fayoulou, mais nous restons, nous avons pas la même manière de voir les choses. Et pour moi, je pense que ce qu'a commencé à faire Corneille Nangaa, il nous a tous tendu la main en nous disant j'ai besoin de vous pour mener à bien cette quête, il fallait qu'on réponde présent. Et j'ai répondu présent. Et depuis, je suis avec lui et on ira jusqu'au bout. Voilà, vous étiez à Goma. Est-ce que, bon, on va se tutoyer hein, pour être plus à l'aise. Est-ce que tu as pu palper cette libération-là par rapport aux gens, les personnes qui vivent à Goma? Vous avez pu palper cette libération avec l'AFC-M23. Vous étiez à Kinshasa. Vous avez fait le Congo profond. Et là, vous étiez de l'autre côté. Il y a une certaine différence dans l'approche, la gestion. Est-ce qu'il y a-t-il une différence? Bon, je profite de votre émission pour présenter mes chères condoléances pour la perte que nous avons eue de M. Magloire Paluku, qui a été mon guide pendant mon séjour, qui était un homme très instruit et très ancré dans la réalité de Goma. Avec lui, j'ai pu aller dans le ghetto. J'ai pu aller là où, pas dans les endroits où, comment ça s'appelle, il y a souvent les caméras. Non, je suis rentré dans Goma profond. Ce que j'ai constaté, numéro un par rapport à Kinshasa, c'est d'abord la sécurité. Il y a la sécurité des hommes omniprésents dans toutes les rues qui surveillent et qui gèrent. Le couvre-feu à 18 heures. Ça veut dire que les gens sont sécurisés. Le couvre-feu n'empêche pas les gens de sortir, ni d'aller s'amuser, ou de jeunes d'aller en boîte ou quoi que ce soit. Troisièmement, en termes de nourriture, contrairement à Kinshasa, à Goma, ils peuvent manger de tout et tout le temps. Et la dernière chose que j'ai constatée, à Goma, c'est la propreté. Goma est propre. Goma est très, très propre comparé à Kinshasa. Ça n'a rien à voir. Et je me suis dit, purée, moi j'ai investi des milliers d'euros pour aller en vacances à l'étranger, mais je peux aller dans mon pays, je peux aller en vacances. Je peux quitter Kinshasa pour aller en vacances à Goma et faire des magnifiques vacances. Tu vois, c'est-à-dire que il y a des coins à Goma autour du lac, mais c'est tellement beau. Mais c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. D'ailleurs, une des vidéos que j'ai fait avec Paluku, que vous pouvez voir encore sur Internet, qui est encore là, on voit la beauté de Goma. Goma, c'est magnifique. Mais pour que ça soit comme ça, il faut des hommes et des femmes sérieux au service de la majorité. Et M. Rex, et pour ceux qui disent on pactise, l'AFC pactise avec le diable, l'AFC a comme souhait la balkanisation de l'RDC. Que dites-vous? Vous savez, attendez, M. Rex, attendez. Les modos, s'il vous plaît, écoutez, chez moi, c'est le respect. Insulte, on vous mute, ou vous êtes clairement banni de mon live. Les modos, si vous êtes là, s'il vous plaît, je commence à voir... Attends, qui est là comme modo? Les modos, s'il vous plaît, contrôlez un peu tous ces... Voilà. On continue. Voilà. La balkanisation. Pour certaines personnes. Moi, personnellement, je ne peux pas accepter, et je n'accepterai jamais la balkanisation du Congo. Chaque centimètre carré de ce pays nous appartient. Et nous devons le défendre, nous, en tant que patriotes.
nulle part dans l'AFC, nulle part là où j'ai rencontré les gens, je n'ai entendu des gens dire qu'ils voulaient se séparer du Congo. Les seules choses que j'ai entendues, c'est que certains membres de la communauté nationale voulaient être reconnus en tant que membres de la communauté nationale. C'est tout ce que j'ai entendu. J'ai entendu des gens qui voulaient plus de justice. J'ai entendu des gens qui voulaient être respectés et soutenus, défendus dans leur pays. Mais je n'ai pas entendu quelqu'un dire qu'on devait quitter le Congo. Le Congo est un et indivisible. Est-ce que le combat de l'AFC M23 est-il constitutionnel? Est-ce qu'on retrouve